Je voulais vous reparler de Nomura Satoru, 77 ans, donc un beau jeune homme, que vous voyez avec ses belles lunettes juste dessous, et qui était le grand patron du clan Kodokai, qui est un clan Yakuza, originaire de l'île de Kyushu, pas loin de Fukuoka, Kita-Kyushu, Fukuoka, etc., et qui avait été arrêté en 2014 avec ses complices et jugé en 2021 pour toute une série de meurtres commis depuis les années 90, meurtres de concurrents, mais aussi dommages collatéraux, de passants notamment, ou de clients de bar. Et si vous vous rappelez bien, je vous en avais parlé en 2021 lors de sa condamnation à mort par un tribunal, parce que c'était le premier Oyabun, donc chef de clan, de l'histoire moderne des Yakuza, qui était condamné à la peine capitale pour des crimes commis au nom de son clan, de façon indirecte, là pour le meurtre dont il était accusé, mais aussi de façon directe. Eh bien, il semblerait que les juges, notamment monsieur Iwashita Tsuyoshi, qui était anciennement procureur général et qui est devenu le chef général, le directeur général de la police de Fukuoka et de Kita-Kyushu, et qui ont fait en sorte qu'il ne soit plus condamné à mort, parce que son procès en appel est passé il y a de cela quelques jours, 3 pour être exact. Et sa peine a été commue en peine de prison à vie, dans un établissement aménagé. Voilà, parce que le pauvre Choupinou est malade, à 77 ans, c'est bien normal. Enfin, la photo que vous voyez ici date de 2021. Il avait 70 ans, 71 ans, non, qu'est-ce que je raconte? Moi, je dis n'importe quoi, je ne sais plus compter. Il avait 74 ans, 73, 74 ans. Il était quand même en relative bonne forme, et puis on connaissait sa vie de patachon juste avant. Bon, là, il est en prison, il est malade, donc il est transféré vers une prison aménagée. Toujours est-il qu'il risque fortement de finir ses jours en prison, surtout que les clans adverses, les clans concurrents avec lesquels il s'est battu pendant des décennies ont bien l'intention de lui faire part de leur de la façon dont il ressent ce jugement, parce que il avait quand même été condamné à la peine capitale pour 6 meurtres, directs ou indirects, et c'est assez rare de n'être condamné qu'à la peine capitale pour 6 meurtres. Alors il a été blanchi pour le dernier, celui qui l'avait envoyé à la corde, enfin qui était censé l'envoyer à la corde, mais enfin pour l'instant il n'y a aucune preuve, parce qu'il y avait des preuves matérielles, j'en avais parlé en 2021, il y avait des empreintes, mais toutes les pièces à conviction ont disparu. Et une fois de plus, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, les Yakuza sont en perte de vitesse, ils ont quasiment disparu dans les rues, dans les clubs, dans les cercles, etc. Par contre, ils gardent encore de l'importance dans les hautes sphères et dans les sphères des gens, de la justice, de la politique, du bâtiment en général, de l'industrie, etc. Et donc ça reste une des dernières influences réelles qu'ils ont. Je vous parlais tout à l'heure de Iwashita Tsuyoshi, donc qui est devenu le directeur de la police, et qui continue à... Il a déclaré là récemment qu'il s'engageait à poursuivre tous ses efforts pour éradiquer notamment Kodokai, qui est donc le plus gros clan local à Kyushu, qui est vraiment un clan qui a vu le jour à Fukuoka. J'en ai parlé, allez voir si vous l'avez, je pense que vous l'avez vu, même mon documentaire sur les Yakuza, j'en parle beaucoup. C'est un clan extrêmement violent, qui était même souvent un clan de tueurs à gages pour les autres clans, Yamaguchi et compagnie, qui eux allaient moins directement comme ça au contact. Et aujourd'hui, eh bien, monsieur Iwashita veut vraiment éradiquer, il fait tout ce qu'il peut pour éradiquer. Il y a des lois locales aussi qui ont été édictées. Aujourd'hui, on peut être éjecté du territoire, de la préfecture, de la ville, si on est suspecté d'appartenir à ce clan, c'est-à-dire que si vous donnez du feu à un gars qui appartient au clan, vous êtes déporté vers une autre île, vous ne pouvez pas rester, et ça c'est appliqué, vraiment appliqué à la lettre. Et tout ça marche si bien, les commissions locales, les tribunaux locaux, les comparutions immédiates, etc. Aujourd'hui,
On a un recensement à peu près fidèle à la réalité telle qu'on peut la voir dans les papiers même du clan. On est à peu près à 160 membres affiliés ou directs du clan Kodokai, alors qu'il y en avait plus de 3000 il y a encore 20 ans. Donc on est vraiment à la fin de ce clan-là. On imagine, d'après le chef de la police espère qu'à l'horizon 2028, le clan soit totalement éradiqué, puisque là ils ont encore arrêté plusieurs lieutenants qui sont en prison, qui vont être jugés. Oui, les juges aussi sont protégés. On voit qu'il y a quand même un peu de souplesse par rapport à ceux qui sont en prison, qu'aucun ne sera exécuté, parce que sinon là, pour le coup, il risquerait d'y avoir des représailles violentes. Mais pour l'instant, on est sur cette phase vraiment descendante des clans Yakuza, sur l'agonie, la lente agonie des clans Yakuza. On a vu que même le Yamagoshi, qui est toujours le plus gros avec toutes ces branches et puis ces schismes, est en train de fondre aussi comme neige au soleil. Et Kodokai, qui était vraiment le clan historique de Kyushu, qui existait depuis l'ère Meiji, est réduit à sa plus simple expression et va disparaître. Et vous le savez, les Yakuza historiques disparaissent au profit, la nature ayant horreur du vide, et surtout la criminalité, au profit des gangs étrangers, comme je vous en ai déjà parlé. Et à Kyushu, on a pas mal de nouveaux voyous qui sont arrivés d'un peu partout. Bonsoir Derso. Et qui prennent la place des Yakuza, qui finissent pour beaucoup leur vie en prison, ou avec des pompes en béton, souvent, voilà. Donc maintenant, on a droit aux mafias vietnamiennes principalement. On a beaucoup d'Indonésiens qui sont arrivés, j'en ai déjà parlé. On a quelques Coréens qui viennent aussi d'autres clans qui avaient assimilé les Coréens depuis les années 60. On a pas mal de Maliens et de gens d'Afrique de l'Ouest qui s'occupent de tout ce qui est stupéfiant, etc. J'en ai beaucoup parlé. On a pas mal de je vais pas le dire, de Philippins aussi qui s'occupent aussi de tout ce qui est et de Thaï qui s'occupent aussi de tout ce qui est filles et qui prennent beaucoup de place et beaucoup de parts de marché aux Sumiyoshikai qui ont quasiment disparu. On a beaucoup de bonsoir camarade. Bonne soirée, bisous Isa. Merci à toi et bon appétit surtout. Et on a beaucoup de Mexicains aussi, je vous ai parlé de l'entrisme réussi, d'ailleurs, puisqu'ils se sont implantés, du cartel de Sinaloa, qui est maintenant bien établi et qui passe beaucoup de cocaïne au Japon, et avec des mules, notamment certaines dont je vous parle de temps en temps, qui décèdent parce que les ballots explosent dans leur bidon à l'aéroport. Voilà. Et je voyais passer tout à l'heure les Chinois, pas tant que ça. Il y en a un petit peu, mais ils n'ont pas vraiment réussi à s'imposer à temps. Et aujourd'hui, ils sont un peu moins présents, mais ils sont quand même un peu là. Enfin, en tout cas, tout le monde, sauf des Yakuza, qui sont vraiment en perte de vitesse et qui, d'après les statistiques de la police, mais qui me semblent être assez réalistes, devraient avoir disparu à l'horizon de 2030. Voilà. En tout cas, il y a toujours des arrestations. Le maire de Kitakyushu, Takeuchi Kazuhisa, dit qu'il a vraiment, lui, pour objectif de nettoyer sa ville et qu'à la fin de l'année 2024, c'est objectif 0 Yakuza. Donc il est en train de lui aussi, à son niveau, de faire un nettoyage par le vide de tout ce qui peut être affilié de près ou de loin au Kodokai, mais aussi à d'autres clans. Je manquerai pas de vous en tenir informé, vous savez que c'est un sujet sur lequel je me penche très très souvent, donc affaire à suivre. La nouvelle suivante nous emmène à Shizuoka pour une affaire un petit peu compliquée, assez glauque et surtout qui implique une fois de plus des enfants. Plus précisément au lac de Shizuoka, donc vous voyez les images juste dessous, on apprend que la police a arrêté 2 personnes en relation avec le meurtre d'un jeune enfant. Et des complices qui sont liés de façon plus ou moins proche avec cet horrible meurtre. Ce jeune garçon avait disparu
un jeune garçon d'à peine 17 ans qui a fêté ses 17 ans, qui aurait fêté ses 17 ans le lendemain de sa disparition. Alors on ne sait pas s'il est décédé avant ou après, peu importe, c'est pas très important. De nationalité d'origine chinoise naturalisée, japonais qui vivait avec sa famille et qui travaillait dans la région. Un enfant sans histoire, d'après ce qu'on raconte, qui avait été enlevé et on a retrouvé son corps dans le lac de Shizuoka. Donc vous voyez les images des plongeurs de la police. Et on a arrêté ces deux meurtriers, qui sont ces deux meurtriers avérés, et 3 personnes qui sont liées de très près, qui auraient été les geôliers et même les bourreaux pour certains de ce jeune garçon. Et sur les personnes arrêtées, qui l'ont donc arrêté pour lui extorquer de l'argent et aussi pour essayer d'extorquer de l'argent à ses parents et à son tuteur japonais. On apprend qu'il y a un seul majeur, un Horiyuki Neo, qui est le seul japonais, qui est d'origine coréenne, d'après ce qui semblerait être dit pour l'instant, il n'y a pas de confirmation, et d'un Philippin, d'un ressortissant philippin sans titre de séjour, de 18 ans, donc on ne donne pas son nom puisqu'il est majeur, il est mineur au vu de la loi. Et les 3 personnes qui ont été arrêtées pour le rapt, les tortures, parce qu'on a retrouvé des traces de torture évidentes sur ce jeune garçon, sont 3 mineurs, dont un de nationalité brésilienne de 16 ans, un de nationalité indienne de 17 ans et un japonais de 17 ans et quelques mois. Et qui ont été arrêtés pour leur implication dans l'incarcération, dans la détention du jeune garçon qui a été assassiné. Ils ont tous été placés, bien sûr, en garde à vue et présentés devant le procureur. On a retrouvé des traces de liens autour de ses poignets, autour de ses chevilles. Il a été retrouvé par un pêcheur, vous le savez, enfin une partie de ses vêtements avait été retrouvée par un pêcheur. Ensuite, ce sont les plongeurs de la police qui l'ont retrouvé en entier. On a retrouvé malheureusement sur lui des traces de multiples contusions, des coups causés par des marteaux et par des pierres, visiblement au niveau de la tête, de la poitrine, du cou, de la figure. Mais aussi des coups de couteau, des coupures de couteau, des coupures sur les cuisses, sur les jarrets, sur les genoux, sur le ventre, sur le dos, etc. Donc des traces de torture, visiblement. Et ce sont des jeunes gens, tout à fait. Ils ont commis ça pour l'argent, une fois de plus. On y retrouve donc, pas loin de Shizuoka, ces communautés qui ont été installées là il y a une dizaine d'années maintenant, dont beaucoup proviennent de la diaspora brésilienne et indienne, et qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure à propos des Yakuza qui disparaissent et des nouvelles criminalités qui arrivent, sont en train aussi de s'organiser, et on retrouve malheureusement, l'année dernière je vous en avais parlé, chez les jeunes ressortissants brésiliens aussi, une activité dans le kidnapping et dans l'extorsion de fonds qui est assez... qui est assez importante et assez effrayante. Une fois de plus, je lis effectivement, on ne tue pas l'otage pour une demande de rançon. Je pense que l'amateurisme, malheureusement, même si peut-être que le professionnalisme là-dedans n'est peut-être pas un gage de qualité non plus, mais enfin, il semblerait que ce soit un coup trop fort qu'il ait tué, et que malheureusement, ce soit, on va dire, une victime collatérale. Enfin bon, en tout cas, le procureur de Shizuoka est sur le coup. Le seul majeur a été présenté, les autres ont été placés dans un centre spécial pour les délinquants mineurs. Ils ne seront pas jugés pour ce qu'ils ont fait, ils seront juste entendus et ils paraîtront devant une cour juvénile, comme c'est toujours le cas dans ces cas. Je vous en reparlerai parce que c'est une affaire qui a pas mal bouleversé les gens dans cette préfecture-là, qui a bien entendu réveillé des vieux réflexes un peu xénophobes dans la population, on va pas se mentir. Et donc je vous tiendrai au courant dans les semaines qui viennent, parce que là il risque d'y avoir du nouveau. Il semblerait qu'on ait retrouvé encore des preuves qu'ils auraient kidnappé d'autres jeunes, d'autres personnes. Affaire à suivre. La nouvelle suivante nous emmène aux Philippines, d'où
la petite affiche de disparition juste en bas pour signaler la disparition de Madame Motegi Mai et de Madame Litada Lori, sa belle-mère. Cette femme japonaise était partie aux Philippines pour acheter une résidence, pour y résider de temps en temps avec son mari philippin, donc, et sa belle-sœur Lori Litada. Et il se trouve qu'elle a disparu, elle avait disparu après son arrivée, il y a environ 2 mois. Et on a retrouvé son corps et celui de sa belle-sœur, donc ces 2 personnes disparues ici ont été retrouvées. Elles ont été poignardées et elles aussi torturées au couteau et au marteau pour leur soutirer de l'argent. Donc l'argent de la vente, 5 millions de pesos philippins, donc ça fait environ, d'après ce que j'avais calculé, un peu moins de 80 000 euros. Elles ont donc perdu la vie pour ça. Elles étaient arrivées aux Philippines au mois de février pour acheter une propriété. Elle résidait chez la famille de Litada, donc sa belle-sœur. Elles avaient disparu. Le gouvernement japonais avait lancé un avis de recherche sur le territoire par le biais de la collaboration entre les 2 pays. Malheureusement, eh bien, on a retrouvé, la police au cours des recherches a retrouvé les restes des victimes dans une tombe improvisée près du domicile de la belle famille. Le 14 mars, donc ça fait vraiment pas longtemps, des blessures, des perforations par des tournevis et des couteaux à peu près partout sur le corps, bien sûr des traces de iol sur les 2 jeunes femmes. Ça n'a pas tardé, les mâchoires cassées aussi, vous vous doutez pourquoi. On a retrouvé des valises enterrées avec des effets qui manquaient. On a vu que certains effets avaient été revendus. Enfin voilà. C'est la sœur et le beau-frère ont été arrêtés puisque ce sont eux qui ont commis ce meurtre absolument atroce pour l'argent, une fois de plus. On a vu clairement les enlèvements sur des caméras de vidéosurveillance qui avaient été subtilisées entre temps. Le mari, donc Charlie, je crois qu'il s'appelait, le mari de Motegi Mai, a été vu lui aussi, donc il était complice. Donc on pense, pour l'instant, les enquêteurs japonais et philippins qui travaillent ensemble pensent que le mari a emmené sa femme là-bas pour acheter une propriété avec l'argent en liquide, comme ça se fait beaucoup aux Philippines, et qu'il avait prévu le coup, bien sûr, pour oxyre sa demi-sœur. Heureusement, c'était pas sa sœur, non pas heureusement d'ailleurs, pour oxyre sa demi-sœur et son épouse dans le but de récupérer 80 000 euros. Voilà. L'enquête a été portée devant le procureur et de Manille, pardon. Et pour l'instant, il y a eu 2 mises en examen. La justice japonaise va s'en mêler aussi. Donc je ne manquerai pas de vous donner des nouvelles de cette affaire absolument horrible. Affaire à suivre. Mais que nous montre-t-il des touristes assis devant ça, je pense, en train de manger leur goûter par terre, ce qui ne se fait pas. Mais d'ailleurs, d'où l'information du jour. Voilà. Le gouvernement envisage de percevoir une redevance fixe auprès des visiteurs étrangers, certainement à partir de l'exposition universelle qui se tiendra dans l'ouest du Japon, notamment dans le Kansai, en avril 2025, parce qu'après la Coupe du Monde de rugby, événement capital, les Jeux Olympiques, événement inutile, il y aura l'exposition universelle au Japon, à Osaka pour être précis, en avril 2025, et donc le gouvernement japonais craint une espèce d'arrivée massive et ce qu'on appelle le surtourisme, chose à laquelle le pays n'est pas du tout préparé et qu'il a connu cette année pour la première fois. Ça a été, 2023, pardon, l'année la plus importante pour le tourisme depuis l'histoire du tourisme au Japon. Il y a eu vraiment énormément de touristes étrangers au Japon, ce qui a causé énormément, je dis beaucoup énormément,
de désagréments aux résidents et beaucoup d'incivilité, beaucoup de choses, ce qu'on appelle le surtourisme et qui nuit aussi à l'écosystème, à beaucoup de choses. Voilà. Le ministre a déclaré qu'actuellement il n'existe aucun système fiscal introduit par les gouvernements locaux. Vous savez que le Japon est une espèce bien sûr d'État fédéral. Il n'existe aucun système fiscal introduit par les gouvernements locaux ciblant spécifiquement les étrangers. C'est vrai que la fiscalité est assez forte au Japon, mais pour les nationaux ou pour les résidents. Par contre, pour les visiteurs étrangers, il n'y en a pas. Un truc à taxer qu'on n'a pas encore pensé à taxer. Mais bon sang, mais c'est bien sûr. Le ministre a donc déclaré qu'il fallait maintenant, il va essayer d'obtenir bien sûr l'accord de ses partenaires et des collectivités locales. La majorité a déjà dit qu'ils étaient entièrement d'accord parce que vraiment là, ils découvrent le tourisme de masse, les Japonais, et ils n'aiment pas ça du tout. Et je les comprends. Nous voulons que les visiteurs étrangers profitent de notre pays et tentent de réaliser une coexistence avec les résidents locaux à travers l'embellissement de nos villes apporté grâce à cette nouvelle taxe et des structures spécialement dédiées aux visiteurs étrangers. Ce qui veut dire qu'il y a déjà des projets d'ouvrir des villages ou des choses à thème spécialement pour les étrangers, pour éviter qu'ils n'aillent directement dans les lieux touristiques, comme à Asakusa ou partout, où parfois, c'est vrai que vous savez, j'en ai déjà parlé, mais la famille maternelle de mon épouse est de Asakusa, donc elle a des gens qui sont enterrés dans sa famille, enfin qui sont incinérés à Asakusa, et des fois, malheureusement pour nous, son arrière-grand-mère, l'anniversaire de sa mort, c'est au mois de juillet, donc on était obligés d'aller sur la tombe au mois de juillet, là où c'est bourré de touristes, et on n'entendait pas un mot de japonais, et alors les papiers gras, enfin les habitudes des touristes européens en général, je vous avais déjà dit à quoi on reconnaissait un touriste français au Japon, mais effectivement il se trouve que malheureusement c'est souvent le cas, donc il va y avoir très certainement la construction de structures spéciales pour accueillir les touristes, et qui seront donc destiné à leur faire découvrir les aspects de la culture, de la tradition, de la nourriture, gastronomie, nourriture, etc., mais dans des structures qui leur seront dédiées possiblement. D'ailleurs, à ce titre-là, la préfecture, la ville d'Osaka, la préfecture et la ville d'Osaka sont en train de construire, pour une ouverture en 2030, un complexe qui intégrera notamment des casinos, etc., à Yomeshima, donc une île artificielle de la baie d'Osaka, et dans laquelle les touristes pourront aller s'amuser, dépenser leur argent, et puis vivre un peu la vie rêvée. Moi, j'avais vécu ça en Corée pendant un voyage organisé avec une de mes chéries il y a une vingtaine d'années. Et on avait acheté un voyage pas cher. Vous savez, quand vous habitez au Japon, c'est pas très cher d'aller faire un voyage en Corée. Et on prenait toujours des voyages organisés. Et puis, une fois à l'hôtel, on se carapatait. Mais on avait voulu quand même profiter d'une journée en voyage organisé. On était allé visiter des espèces de villages Potemkin, même si le terme n'est pas approprié. Mais bon, uniquement créés pour les touristes avec des boutiques. Et là, le Japon est en train de penser, et même plus que penser, est en train d'installer des choses comme ça. Il faut dire que le surtourisme qui a été provoqué par l'ouverture du pays suite à la fin du Covid, et puis surtout les énormes campagnes de communication du gouvernement japonais pour attirer des touristes, effectivement, le pays a retrouvé un peu de santé économique grâce à l'argent du tourisme. Par contre, ils connaissent maintenant les effets délétères du surtourisme avec des incivilités en veux-tu, en voilà, et il y a énormément de maires et de responsables et d'élus locaux qui pensent même à se priver de cette manne touristique pour préserver justement les coutumes et les choses et les choses telles qu'elles étaient avant, parce que effectivement le surtourisme, pour l'avoir vécu de près à l'époque où on habitait dans un endroit très très touristique avec ma famille il y a quelques années, ça peut être un enfer total, un calvaire absolument fabuleux. En tout cas, je manquerai pas de vous tenir au courant, c'est quelque chose qui m'intéresse pas mal, que le Japon soit passé d'un d'un état d'esprit très ouvert et très venez visiter notre pays, vous allez voir, vous ne serez pas déçus, à en un an à peine changer catégoriquement de point de vue en disant oula, calmez-vous, on va vous faire des petits trucs pour vous, laissez-nous entre nous, on vous enverra des animateurs locaux, vous verrez,
ce sera typique, mais venez pas nous enquiquiner dans nos temples, dans nos musées, etc. D'ailleurs, les taxes locales, les taxes de résidence vont augmenter de 300%. Enfin, il y a beaucoup de mesures annoncées. Je vous tiendrai au courant de ça aussi, ça assez intéressant, je pense. Alors, profitez-en, 2024, ce sera pas pour cette année, ce sera pour l'année prochaine. Donc il vous reste encore une petite année pour profiter de tout ça. Mais si vous allez au pays, faites pas les andouilles, hein, s'il vous plaît. Mais ça arrive beaucoup aussi en France, c'est ce que je vois dans le clavardage, effectivement. Même dans les calanques et tout, il y a énormément d'endroits à Étretat. J'ai vu aussi qu'on ne pouvait plus aller dans certains endroits. Dans les îles aussi de la côte atlantique, où on réside maintenant avec ma famille en France. Il y a beaucoup d'endroits qui sont inaccessibles parce que ça a été dégradé et puis parce que les gens ne savent plus se tenir, c'est comme ça. Je sais, ma pauvre dame, tout part en vélo, c'est comme ça. Allez, fin.